Nous allons passer à la catégorie ouverte. Alors la catégorie ouverte va principalement s'adresser aux télépilotes de drones de loisirs. Donc là, on ne parle plus d'aéromodèles, on parle bien de drones de loisirs hors association d'aéromodélisme. Mais ça va aussi s'appliquer, contrairement à la réglementation de loisirs aujourd'hui, à tout télépilote ou exploitant professionnel qui pratique uniquement du vol en vue. Alors aujourd'hui, ça serait du scénario S1, mais en dehors de toute zone de restriction. Et ça, je reparlerai un peu plus tard lorsqu'on parlera d'espace aérien, des raisons pour lesquelles on a exclu les zones de restriction. Et donc, quand je parle de zone de restriction, je parle de hors espace public en agglomération et hors zone réglementée, hors zone interdite, etc. Donc pour ces télépilotes et exploitants qui ont je dirais des applications extrêmement simples, on peut appliquer des exigences simplifiées de la catégorie. Quelques généralités sur la catégorie ouverte. En catégorie ouverte, vous volez avec un aéronef ayant une masse maximale au décollage à 25 kg et surtout marqué CE avec une mention de classe. Donc les classes sont des classes C0 à C4. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi vous volez avec de tels aéronefs ayant une mention de classe. On vole en vue directe, on ne fait pas de survol de rassemblement de personnes. La hauteur de vol est inférieure à 120 mètres. On vole en dehors des zones de restriction que j'ai mentionnées tout à l'heure. On ne fait pas de largage ou d'épandage, pas de transport de marchandises dangereuses. Et l'âge minimal de la réglementation européenne est fixé à 16 ans, mais avec une possibilité pour les États membres de l'ajuster avec, je crois, une marge de manœuvre de 2 ou 4 ans, je ne sais plus. En tout cas, on a fait le choix en France de l'abaisser à 14 ans parce que c'était cette catégorie va en grande partie s'appliquer aux pilotes de loisirs et les pilotes de loisirs aujourd'hui, il y a un seuil d'âge, un âge limite à 14 ans. Donc, on a décidé de s'aligner sur l'âge limite du loisir auparavant. Alors, je vous l'avais dit, les opérations sont classées suivant des niveaux de risque. Donc là, on est sur des opérations en vue directe, mais au sein de la catégorie ouverte, on va à nouveau avoir 3 niveaux de risque. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que le loisir aujourd'hui. Néanmoins, lorsqu'on l'explique, on arrive assez facilement à le comprendre. Vous avez 3 niveaux de risque qui concernent en fait des catégories, des sous-catégories d'opérations. Donc, la première sous-catégorie, c'est la sous-catégorie A1 que vous pouvez utiliser lorsque vous volez avec des aéronefs très légers. La classe C0 sont des aéronefs qui ont une masse limite à 250 grammes. La classe C1, elle a une masse limite à 900 grammes. Donc, avec ces aéronefs, vous pouvez voler près des personnes, et même avec la classe C0, vous pouvez voler au-dessus des personnes. Alors, lorsqu'on lit la réglementation européenne, on se rend compte que c'est quand même pas conseillé. Globalement, il y a un risque associé au fait de survoler des personnes. Néanmoins, c'est autorisé. Si le besoin de votre opération exige que vous survoliez des personnes, eh bien, vous pouvez survoler des personnes avec un aéronef de classe C0 de masse inférieure à 250 grammes. C'est également le cas si vous avez un aéronef construit à titre privé de moins de 250 grammes, vous êtes également autorisé à survoler des personnes. Donc ça, c'est la sous-catégorie Open A1. La sous-catégorie Open A2 concerne des opérations avec des drones un peu plus lourds. Ce sont les drones de classe C2 qui commencent à avoir un certain nombre d'équipements supplémentaires à bord. Ces drones de classe C2 vous permettent de voler jusqu'à une distance de 30 mètres avec des drones donc, qui peuvent aller jusqu'à 4 kg. Si ces drones ont une fonction basse vitesse, vous pouvez même vous rapprocher à 5 mètres des personnes, mais l'idée est l'idée que vous ne pouvez pas survoler les personnes. Dans tous les cas, il y a toujours une distance de sécurité qui fait que vous devez voler à une distance, on va dire, respectable des personnes. Enfin, vous avez la sous-catégorie A3 qui
vous impose, avec des drones qui peuvent aller jusqu'à 25 kilos, de voler dans des endroits où il n'y a pas de tiers, à plus de 150 mètres de zone résidentielle, commerciale, industrielle. Et si vous voyez un tiers arriver dans votre zone d'évolution, on vous demande de prendre des dispositions immédiates pour vous éloigner de cette personne. Donc, pour cette sous-catégorie OpenA3, vous avez des drones de classe C3 qui sont des drones avec un certain niveau d'automatisme et des drones de classe C4 qui en sont en fait, on va pas les appeler des drones, qui sont plutôt des aéromodèles au sens traditionnel du terme, donc aéronefs sans équipage à bord, mais plutôt aéromodèles sans automatisme. Voilà. Cela étant, comme je vous l'ai dit, en France, lorsque vous avez un aéromodèle, je vous encourage plutôt à voler en association d'aéromodélisme avec les cadres des règles nationales qui existent aujourd'hui. Ce sera plus simple, en tout cas pour la transition. Alors, concernant le calendrier de la transition pour la catégorie ouverte, avant le 31 décembre 2020, la réglementation nationale est entièrement applicable. Et après le 31 décembre 2020, on rentre en réglementation européenne, donc on peut voler en catégorie ouverte. Néanmoins, pour un certain nombre de raisons, la Commission européenne et le EASA ont prévu des adaptations très intéressantes qui permettent de voler pendant un certain temps dans une catégorie ouverte que parfois on appelle catégorie ouverte limitée, mais qui est en fait une période de transition pour la catégorie ouverte. Pour quelles raisons a-t-on fait ça? La première raison, c'est que ça permet aux exploitants de ne pas avoir à acquérir immédiatement un aéronef sans équipage à bord marqué CE avec une mention de classe. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, il n'y en a pas sur le marché. On ne sait pas exactement à quel moment il y en aura sur le marché après le 31 décembre. Je pense au plus tard, à mi-2021, on verra en apparaître, mais j'ai entendu parler de constructeurs qui voulaient déjà anticiper et en proposer probablement assez rapidement après le 31 décembre. Mais néanmoins, quand on est exploitant aujourd'hui, qu'on a déjà un drone qu'on utilise à titre de loisir ou professionnel, on n'a pas forcément envie aujourd'hui de racheter un drone marqué CE avec une mention de classe immédiatement après le 31 décembre, et ça se comprend d'un point de vue économique. Voilà. L'autre intérêt, c'est que on n'a pas non plus une exigence de faire immédiatement une nouvelle formation en ligne pour la catégorie ouverte. Alors, si vous voulez vraiment en catégorie ouverte, vous avez le besoin de faire une nouvelle formation en ligne, mais quand vous volez en catégorie ouverte limitée, pendant cette période de transition, vous pouvez vous appuyer sur les anciennes exigences propres aux loisirs ou aux professionnels pour pouvoir continuer. Je vais en parler un petit peu après. Donc, je vais parler un petit peu plus avant de cette transition. Alors, cette transition, elle prévoit de voler avec des aéronefs qui n'ont pas de mention de classe. Donc, ils sont considérés comme n'ayant pas tout à fait le même niveau de sécurité que les futurs aéronefs avec mention de classe. C'est la raison pour laquelle on retrouve 3 sous-catégories d'opérations qui sont assez similaires aux sous-catégories d'opérations de Open A1, Open A2, Open A3, mais qui sont adaptées à la transition et au fait qu'effectivement, les drones n'ont pas tout à fait le même niveau de sécurité. Donc, si vous avez aujourd'hui un aéronef sans équipage à bord d'une masse inférieure à 500 kg, qui n'a pas de mention de classe, vous pouvez voler dans un équivalent à Open A1, c'est-à-dire à proximité des personnes, et pour ce faire, vous pouvez utiliser les mentions, en fait, les formations qui existent aujourd'hui pour le loisir. Donc la formation et l'examen loisir qui est proposé sur Fox Alpha Tango aujourd'hui. Vous pouvez également utiliser vos qualifications professionnelles, donc toutes les formations autres que le loisir, le certificat d'aptitude théorique de télépilote avec la formation pratique, mais également l'attestation d'aptitude qui avait été délivrée au titre de la camburisation en 2018, etc. Donc avec ces deux types de formation, vous pouvez voler en Open 1. Voilà, on a au niveau national défini un équivalent de sécurité aux formations qui sont définies dans la réglementation européenne.
tel que prévu dans voilà, donc tel que c'est prévu dans un article de tête, je l'ai plus tout à fait, je crois que c'est l'article 20 ou l'article 22 de la réglementation européenne qui nous permet de définir des niveaux équivalents de formation. Dans la sous-catégorie A2, vous pouvez voler avec des aéronefs qui vont jusqu'à 2 kg sans mention de classe et jusqu'à une distance de 50 mètres des personnes. Alors là, on devait trouver un équivalent aux qualifications de la catégorie Open A2, mais dans la sous-catégorie Open A2, vous verrez plus tard qu'il y a une exigence d'un examen complémentaire dans un centre d'examen. Donc là, la seule équivalence qu'on pouvait trouver, c'est les formations autres que le loisir aujourd'hui. Et c'est donc aujourd'hui, si vous avez les qualifications autres que le loisir, vous pouvez voler dans l'équivalent de la sous-catégorie Open A2. Enfin, vous avez l'équivalent de la sous-catégorie Open A3. Là, vous volez loin des tiers, vous volez à plus de 150 mètres de zone résidentielle, commerciale, etc., avec une masse qui peut aller jusqu'à 25 kg. Et là, à nouveau, on peut utiliser les formations loisirs aujourd'hui ou les formations autres que le loisir qui existent aujourd'hui, puisqu'on est sur des opérations qui sont à relativement faible risque dans la mesure où on est loin de tout. Donc là, on est bien sur les dispositions applicable à la transition avant le 31. Alors non, je me suis trompé, excusez-moi sur la salle, il faudrait que je corrige, c'est avant le 1er janvier 2023, donc avant le 31/12/2022. Donc après le 1er janvier 2023, si vous voulez continuer à voler, on sortira de ces dispositions transitoires. Et donc au plus tard, vous devez voler là pour le coup vraiment en catégorie ouverte. Donc, pour voler en catégorie ouverte, au plus tard à cette date, vous faites l'acquisition d'un US avec mention de classe qui correspond à votre utilisation. On le verra dans le tableau d'après. Si vous êtes pilote de loisirs, vous pouvez suivre la nouvelle formation en ligne Fox Alpha Tango pour la catégorie ouverte, qui sera globalement disponible au premier semestre 2021, pour voler en sous-catégorie Open A1 ou Open A3. En revanche, pour les pilotes autres que le loisir, on a prévu une équivalence qui est prévue dans les textes licence pilote générale. On a la possibilité de faire des équivalences. Et donc, si vous avez votre brevet d'aptitude, vous avez le certificat d'aptitude théorique et que vous êtes formé vous avez la formation pratique ou que vous avez une attestation d'aptitude, vous obtenez automatiquement un brevet d'aptitude de pilote à distance au sens de la réglementation européenne qui vous permet de voler en Open A2 et a fortiori en Open A1 et A3. En revanche, la réglementation européenne laisse une durée de 5 ans maximum pour la validité de ce brevet d'aptitude de pilote à distance, et donc ce brevet sera valable jusqu'au 31 décembre 2025. Après cela, il y aura des conditions de prorogation qu'on publiera plus tard, mais pour le moment, elles sont pas publiées. Donc, on verra quels sont les refresh ou enfin voilà les rafraîchissements de formation qu'on devra faire après cette date. Alors, si vous avez un drone qui a été acquis avant la date du 1er janvier 2023, qu'est-ce que vous en faites après? Bon, évidemment, 1er janvier 2023, ça commence à être un peu lointain. Alors, la première chose à dire, c'est que vous pouvez déjà ne plus voler en catégorie ouverte. Bon, ça a un certain nombre d'autres contraintes. En revanche, si vous avez un drone très léger, de moins de 250 grammes, vous pourrez continuer à voler en Open A1, c'est-à-dire au-dessus des personnes ou à proximité des personnes. Si votre drone fait plus de 250 grammes, là, vous avez des contraintes d'opération qui sont assez importantes, puisque vous volerez en Open A3, c'est-à-dire en gros loin de tout et loin des zones résidentielles, industrielles, etc. Alors pour les nouveaux télépilotes, donc les gens qui n'avaient pas de licence de télépilote, voilà, qui n'étaient ni formés loisirs ni formés pro, ceux-là, après le 31 décembre 2023, ils vont voler directement en catégorie, ouverte. Et là, je vous ai mis les conditions de la réglementation européenne pour les sous-catégories. Donc, si vous volez avec un aéronef de moins de 250 grammes, C0 ou construction à titre privé, il n'y a pas de formation obligatoire.
on vous encouragera quand même à faire la formation Alpha Tango lorsqu'elle sera disponible pour voler dans cette sous-catégorie-là. Avec toujours en sous-catégorie A1, avec un drone qui est de classe C1 qui peut aller jusqu'à 900 grammes, vous devrez suivre la formation et l'examen théorique catégorie ouverte sur Fox Alpha Tango. Ce sera également le cas en sous-catégorie A3, encore une catégorie à faible risque. Vous pourrez voler avec toutes les classes de drones et avec cette formation et examen théorique catégorie ouverte dans la nouvelle version de Fox Alpha Tango. En sous-catégorie A2, c'est un petit peu plus compliqué, c'est ce que je vous avais dit. Il y a deux conditions, enfin plusieurs conditions. Vous avez première condition qui est de passer la formation et l'examen théorique sur Fox Alpha Tango, donc catégorie ouverte sur Fox Alpha Tango. Vous avez une condition d'auto-formation qui est déclarative, c'est vraiment de l'auto-formation, vous pouvez vous auto-former, mais vous avez surtout une condition d'un examen théorique complémentaire. Et cet examen théorique complémentaire, il sera fait en centre d'examen. À l'issue de la réussite de cet examen théorique complémentaire, vous avez montré que vous avez fait et réussi votre examen en ligne, vous avez fait votre auto-formation pratique, avec l'examen théorique complémentaire, vous obtenez ce brevet d'aptitude de pilote à distance qui a une validité donc de 5 ans. Alors les intérêts de la catégorie ouverte sont les suivants. Pour un exploitant de loisirs, l'intérêt, c'est le maintien d'un système relativement simple. Alors certes, un peu plus compliqué que ce qui existe dans le loisir aujourd'hui parce qu'il a fallu faire une balance entre des applications de loisirs et professionnelles. Mais enfin, si vous voulez avec des drones très légers, ça reste quand même très simple, moyennant l'acquisition à terme, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2023, d'un drone adapté et une formation en ligne qui est relativement simplifiée. Pour un exploitant professionnel qui vole selon les conditions qu'on a dit, on est sur des exigences qui sont très simplifiées par rapport à la réglementation nationale qui existe aujourd'hui sur les activités particulières. Je pense notamment, c'est un exemple que je donne de temps en temps avec qui je parle, si vous avez un agent immobilier qui doit prendre une photo d'une maison dans un endroit à faible risque, donc qui par exemple qui décolle d'un jardin ou qui est en pleine campagne, etc., qui doit prendre la photo de cette maison. Aujourd'hui, dans la réglementation nationale, il doit passer un examen dans un centre de formation DGAC, avoir un MAP, etc. Demain, ce vol, il pourra le faire de façon très simple en catégorie ouverte, avec un drone adapté à son usage et une formation en ligne qui est plus simple que l'examen théorique. Il n'y a pas d'obligation de manuel d'activité particulière, il n'y a pas d'examen sur table à passer si on n'est pas en Open A2, il n'y aura pas de surveillance de la DSAC pour ces opérations, on ne surveille pas non plus les dronistes de loisirs, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire contrôler par des forces de police ou de gendarmerie sur place, mais il n'y a pas de surveillance de la DSAC. Et puis, il n'y aura pas, par exemple, de vol en espace privé. Enfin, on pourra voler en espace privé en agglomération sans déclaration à la préfecture, comme on le fait aujourd'hui. Voilà, on est sur le même type d'opération, que vous le fassiez en loisir ou à titre professionnel. On est sur des opérations à faible risque en espace privé. Il n'y aura pas ce type de déclaration à faire. L'autre intérêt, c'est que les vols sont possibles dans tous les États membres de l'Union européenne sans conditions supplémentaires. Vous êtes qualifié catégorie ouverte dans un pays, vous pouvez les voler en catégorie ouverte dans un autre pays. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est que si vous voulez voler sans trop de restrictions, et notamment si vous voulez voler en espace public, en agglomération, si vous voulez voler à proximité des aérodromes, etc., suivant les règles nationales, vous devrez faire l'acquisition... enfin non, pardon, excusez-moi. Le premier point, c'était si vous voulez voler sans trop de restrictions, à terme, vous devrez faire l'acquisition d'un drone avec mention de classe. Voilà. Le vol est limité à la catégorie ouverte, donc notamment en vue directe. Donc, de fait, il n'y a pas d'équivalent au scénario S2 ou S4. Et le vol est restreint aux endroits où le loisir est autorisé aujourd'hui. Même le vol en scénario S3, il ne va pas être possible puisqu'on ne va pas le faire en espace public, en agglomération. Le vol en espace privé est toléré. On va pas pouvoir voler à proximité des aérodromes, dans les parcs nationaux, dans les zones réglementées, en espace contrôlé, etc.
La raison pour laquelle on a fait ce choix, c'est que la formation pour la catégorie ouverte est quand même très très légère. Hein. Elle est pas, c'est quand même une formation qui est beaucoup moins précise que pour les usages professionnels aujourd'hui. Et donc, on considère qu'un pilote qui vole en catégorie ouverte n'a pas notion, je dirais, de l'espace aérien, des contraintes qui existent et des démarches à faire pour voler dans ces espaces-là. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de limiter la catégorie ouverte en dehors de ces espaces restreints. Alors, pour savoir où voler, eh ben, il faudra consulter, connaître la réglementation bien sûr, mais consulter la carte restriction pour la catégorie ouverte et l'aéromodélisme. Le titre complet sera celui-là, qui est en fait la carte géoportail qui s'appelle restriction pour les drones de loisirs aujourd'hui. On va juste la renommer. Voilà. Pour plus de détails sur la catégorie ouverte, hein, j'ai balayé, vous voyez, il y a déjà pas mal de choses à dire. Je vous invite vraiment à consulter le guide catégorie ouverte, parce que là, qu'on a publié, là, vous verrez vraiment plus de détails sur tout ce que j'ai pu expliquer dans la présentation. Et là, Arnaud, je pense qu'on peut passer à une deuxième session de questions-réponses. Alors en effet, merci Nicolas. Alors effectivement, il y avait des questions qui sont arrivées un petit peu en retard sur l'aéromodélisme, donc je vais en reprendre deux, trois et après je vais être amené à prendre quatre, cinq questions. Donc à nouveau, hein, les questions s'alignent. Ce qui est important, c'est que essayer d'avoir les questions les plus générales possibles pour toute question privée ou à titre, voyez, qui n'intéresse que votre activité. On vous encourage à utiliser soit peut-être l'outil Slido ou soit les points focaux des sacs, où Nicolas nous dira aussi quels pourraient être les meilleurs moyens pour toutes ces questions individuelles qui foisonnent. Sur l'aéromodélisme, je voulais reprendre trois questions. Première question de l'audience, à quelle échéance et sous quelles conditions les autorisations opérationnelles, article 16 du règlement d'exécution, seront-elles délivrées par la DGAC aux clubs et associations d'aéromodélisme? Alors, on a cette échéance au 1er janvier 2023, donc on a un petit peu de temps pour le voir. On aimerait quand même y travailler assez vite. Néanmoins, pour délivrer ces autorisations d'exploitation, il faudra faire un amendement de l'arrêté association d'aéromodélisme. Du coup, ça, je pense que ça va prendre quand même encore quelques mois. On est en train d'y travailler. Voilà, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est pas si trivial que ça. En fait, initialement, on s'était dit on va pouvoir se lancer assez rapidement et en délivrer assez rapidement. Peut-être on pouvait même penser avant le 1er janvier de cette année. En fait, ça demande un petit peu plus de réflexion quand on rentre dans le détail. Donc, on se laisse le temps de la réflexion, mais on reviendra vers les associations et les fédérations pour expliciter les modalités de délivrance. Mais j'espère on aboutira sur le sujet assez rapidement au premier semestre 2021. Merci. Deuxième question sur l'aéropartie aéromodélisme de la présentation. Quelles seront les conditions d'autorisation pour les associations non affiliées FFAM ou UFOLEP? Alors, les associations non affiliées FFAM et UFOLEB, du moment qu'elles sont associations d'aéromodélisme, elles peuvent pour le moment appliquer la réglementation de l'arrêté association d'aéromodélisme. Et puis à terme, elles devront avoir une autorisation d'exploitation. Dans ces cas-là, c'est à titre associatif, donc au titre de leur association, qu'elles devront demander une association d'exploitation, une autorisation d'exploitation dans les conditions qu'on définira, comme je vous l'ai dit, assez rapidement dans les mois qui viennent.